modèle classique de l'atome. Introduction. Au cours de ce chapitre, nous allons étudier les premiers modèles qui décrivent la structure de l'atome. On a deux modèles, le modèle de Rutherford et le modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène, le cas le plus simple. C'est le nucléaide le plus simple. Donc, d'abord, modèle de Rutherford. Alors, Rutherford, par ses expériences de rétrodiffusion des particules alpha, a montré que l'atome est constitué d'un noyau petit et dense, contenant toute la masse et la charge positive de l'atome, autour duquel gravitent des électrons. Alors, on prend comme exemple l'exemple de l'atome de lithium qui possède 3 électrons. Chaque électron tourne autour. Madame. Oui. مدام سيفوبلي مازال ما درناش لو شابيتر الاول مازال كاع ما كملناه فين وصلنا في الشابيتر الاول مدام حنا هما لو جروب اللي قبلتينا 30 مينيت وكان عندك شي حاجه ضروري وما كملناش قلتي لينا حتى من بعد ولا كانوا عندكم دي كيسيون ميم لو كور ما كملناش mais on a parlé de la masse moléculaire non non madame seulement pour 30 minutes madame قبلنا juste 30 minutes rappelez-moi la partie اللي وقفنا فيها. La masse atomique relative. La masse atomique, c'est-à-dire on a donné l'expression de la masse atomique relative. Et on a donné l'expression de la masse atomique molaire, non? Oui. C'est ça, c'est la fin. On a terminé le chapitre, premier chapitre. C'est juste une petite chapitre, mais c'est comme un rappel de ce que vous avez déjà vu, je pense, le terminal, non? C'est ça, on a terminé le chapitre numéro 1. D'accord, donc le chapitre numéro 2. Alors, on parle maintenant du modèle de Rutherford. On a dit que Rutherford, par ses expériences de rétrodiffusion des particules alpha, a montré que l'atome est constitué d'un noyau petit et dense, contenant toute la masse et la charge positive de l'atome, et autour duquel gravitent des électrons. Et on a donné comme exemple l'atome de lithium, qui possède 3 électrons. Chaque électron tourne autour du noyau, ou bien autour du proton. On a 3 électrons. Et pour l'atome d'hydrogène, c'est le nucléaide le plus simple, un électron qui tourne autour du proton, suivant une orbite qui est circulaire. Voilà 2 exemples pour le modèle de Rutherford. Alors, soit un électron, petit e, un électron de masse, petit m, de vitesse, petit v, vitesse uniforme, l'électron tourne autour du noyau, un mouvement uniforme circulaire. La charge d'électron, c'est moins E, et la charge du noyau, c'est plus E. La distance entre noyau et électron, c'est-à-dire le rayon de l'orbite, c'est petit r. Et pour l'atome d'hydrogène, il est soumis à 2 forces. La force d'attraction électrostatique, notée le vecteur grand F indice A, donné par la relation de Coulomb, et la force centrifuge qui s'oppose à l'attraction électrostatique notée FC, le vecteur FC. Alors, le système est stable. Le système est stable par les deux forces FA et FC. Alors, le module de la force d'attraction, FA, est égal à E carré sur 4pi
epsilon 0 R au carré. Et مادام شنو تعني ديك إبسيلون زيرو؟ epsilon 0, s'il vous plaît, on a raté deux séances. Hein? Séance Calférier, on a séance grève. S'il vous plaît, s'il y a des notes et s'il y a des questions à la fin de la séance, d'accord? Donc, epsilon 0, c'est la permittivité dans le vide. Hein? C'est la permittivité de vide, elle est constante. Donc, le module de la force d'attraction est égal à 1 au carré sur 4pi epsilon 0, ER au carré. Et le module de la force centrifuge est égal à M V au carré sur R. M, c'est la masse de l'électron, V, c'est la vitesse de l'électron, et R, c'est le rayon de l'orbite, hein, la distance noyau-électron. Donc, pour que le système soit en équilibre, il faut que le module de la force d'attraction est égal au module de la force centrifuge, c'est-à-dire mv au carré est égal, si on fait l'égalité, nous donne mv au carré est égal à 1 carré sur 4pi epsilon 0 r. Alors, on note relation numéro 1. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter quoi epsilon 0? C'est la permittivité de vide. D'accord, merci. Madame, j'ai pas bien compris. C'est quoi la force centrifuge? S'il vous plaît. راه نتوما تبارك الله شي 120 واحد ولا 130 ولا 140. الوغ الا كان كل واحد غادي يوقفني هكذا ما غادي نكملوش هاد لا سيونس، عندنا فيها 1h30. داكوغ، انا لا فورس عاد شرحتها دابا. فوالا هيا لو شيما. Attends. Voilà. La force FA, c'est la force d'attraction noyau sur l'électron. Et la force FC, c'est la force centrifuge, c'est la force qui s'oppose à la force d'attraction FA. Donc l'électron, il se met sous l'action de la force d'attraction électrostatique, c'est FA, donnée par la relation de Coulomb. Et la force centrifuge qui s'oppose à l'attraction électrostatique. D'accord? Alors, on a dit que le système est stable par les deux forces FA et FC. Hein? Alors, le module de la force d'attraction FA, c'est égal à 1 carré sur 4pi epsilon 0 R au carré. Et le module de la force centrifuge FC est égal à mv au carré sur R, avec toujours m, c'est la masse de l'électron, et v, c'est la vitesse de l'électron, et R, c'est le rayon de l'orbite. Alors, le système est en équilibre si le module de FA est égal au module de FC. C'est-à-dire, on trouve mv au carré qui est égal à 1 carré sur 4pi epsilon 0R. On note la relation numéro 1. Alors, l'électron en mouvement circulaire uniforme autour du noyau possède une énergie totale égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui est due à l'attraction du noyau. Donc, l'énergie totale du système, c'est E indice T qui est égal à E indice C, c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle. E indice P, c'est l'énergie potentielle, il est dû à l'attraction du noyau, avec EP, si on fait l'intégrale de FA dr, il nous donne moins E au carré sur 4pi epsilon 0R. Et l'énergie cinétique est égale à 1/2 mv au carré, avec toujours m, la masse de l'électron, et v, la vitesse de l'électron. Alors, donc, l'énergie totale est égale à moins au carré sur 8pi epsilon 0R, et la note, la relation numéro 2. Hein? Donc, on a la relation numéro 1, mv au carré, qui est égal à 1 carré sur 4pi epsilon 0R, et la relation
Le numéro 2, c'est l'expression de l'énergie totale qui est égale à moins au carré sur 8pi epsilon 0R en notre relation numéro 2. Alors voilà, l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que moins au carré sur 8pi epsilon 0, c'est une constante qui multiplie n sur r. Hein? Parce que P, c'est constante. Epsilon 0, c'est la permittivité dans le vide. Hein? C'est constante. Donc, ce qui varie, c'est R. Donc, on remarque que l'énergie totale est fonction que de rayon de l'orbite R. Donc, il est continu. Hein? Donc, l'énergie totale de l'électron est une fonction tout simplement de R, donc il est continu. Or, d'après la théorie électrostatique, toute particule chargée en mouvement émet un rayonnement électromagnétique et si la particule rayonne, son énergie doit diminuer. Et si l'énergie diminue, le rayon R doit diminuer d'après l'expression de E. Alors, l'électron devrait tomber sur le noyau. Mais dans la réalité, l'atome d'hydrogène, dans son état fondamental, c'est-à-dire l'état non excité de l'atome, il ne rayonne pas. Hein? L'atome d'hydrogène, dans son état fondamental, non excité, ne rayonne pas. Donc, l'atome est stable, l'électron ne tombe pas sur le noyau. En plus, l'énergie lumineuse varie de manière continue, hein, car R varie d'une façon continue, d'après l'expression de E. Hein, l'énergie lumineuse varie de manière continue parce que R varie, c'est le rayon, un noyau électron, un noyau varie d'une façon continue. Or, les spectres émis par les atomes, par exemple sur l'action d'une décharge électrique dans un gaz, ne sont pas continus, mais sont constitués d'un certain nombre de raies de fréquences bien déterminées, ce qu'on appelle des spectres discontinus ou spectres de raies. Hein? Les spectres émis par les atomes ne sont pas considérés expérimentalement. Hein? Les spectres émis par les atomes ne sont pas continus, mais sont constitués d'un certain nombre de raies de fréquences bien déterminées. On les appelle spectres discontinus ou spectres de raies. Alors, ces deux conclusions nous montrent qu'on a une contradiction avec l'expérience. Hein? L'atome d'hydrogène, dans son état fondamental, ne rayonne pas, il est stable, donc il ne doit pas tomber sur le noyau. Et deuxième chose, les spectres émis par les atomes sont des spectres de raies bien définis. Donc, on a, hein, ces deux conclusions sont en contradiction avec l'expérience. Alors, pour lever ces contradictions rencontrées dans le modèle de Rutherford, Niels Bohr a proposé en 1913 un nouveau modèle de l'atome qui repose sur les lois autres que celles de la mécanique classique. Hein, parce que Rutherford, il travaille hein, dans la mécanique classique. Et puisque ce nouveau modèle a été conçu à l'origine pour permettre l'interprétation des spectres d'émission des atomes, donc il semble nécessaire de faire un rappel sur les principes de base sur les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement. Alors, rayonnement électromagnétique. Les rayons lumineux sont caractérisés par la propagation d'une onde électromagnétique
à la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière, notée C, qui est égale à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Cette onde est caractérisée par sa longueur d'onde lambda ou par son nombre d'ondes sigma. Hein? Cette onde est caractérisée par la longueur d'onde lambda ou par son nombre d'ondes notées sigma. Donc, la longueur d'onde est égale à 1 sur le nombre d'ondes. 1 sur sigma qui est égal à C sur nu. Avec nu, c'est la fréquence. Nu est égal à 1 sur T, c'est la fréquence de l'onde en seconde moins 1, ou bien en hertz. Et T, c'est la durée en secondes. C, c'est la célérité de la lumière en mètres par seconde. Alors, qui dit longueur d'onde, lambda, dit rayonnement. Hein? Donc, la longueur d'onde lambda, rayonnement, est égal à longueur d'onde en mètres. Le spectre de l'ensemble des radiations en fonction de longueur d'onde peut se présenter de cette façon. Hein? Donc, on a entre 91 et 400 nanomètres. Hein? On trouve l'ultraviolet, on travaille dans le domaine de l'ultraviolet. Et entre 400 et 700 nanomètres, c'est le visible. Entre 900 et 7400, c'est l'infrarouge. Hein? C'est le spectre de l'ensemble des radiations en fonction de la longueur d'onde. Spectre continu et spectre discontinu. Alors, spectre continu, s'il contient une infinité de rayons, hein? On prend comme exemple la lumière blanche. Alors, spectre continu, elle contient une infinité de rayons, comme exemple, lumière blanche. Spectre discontinu, s'il contient un nombre limité de rayons de longueur d'onde bien précise, on dit alors spectre de rayons ou bien spectre discontinu. Donc, spectre discontinu, s'il contient un nombre limité de rayons de longueur d'onde bien précise, on dit spectre de rayons ou bien spectre discontinu. Spectre d'émission et spectre d'absorption. Alors, les spectres d'émission pour la lumière blanche, ils nous donnent des spectres continus. Et pour un gaz atomique chaud, ils nous donnent des spectres de rayons ou spectres discontinus. Spectre d'absorption, dans le cas de lumière blanche ou bien gaz atomique froid, il nous donne spectre de rayons ou bien ce qu'on appelle spectre discontinu. Donc, un atome peut émettre ou absorbe de lumière dans certaines conditions, chauffage par exemple, et son spectre est discontinu. Voilà, comme l'exemple spectre d'émission, gaz atomique chaud, nous donne des spectres de rayons, ou bien spectre discontinu, ou bien, dans le cas de gaz froid et la lumière blanche, si on a des spectres d'absorption. Donc, ils nous donnent des spectres discontinus. Madame? Alors, un atome peut émettre ou absorber de lumière dans certaines conditions, on a dit chauffage par exemple, et que son spectre est discontinu. Ainsi, le spectre émis par un gaz pur à basse pression est un spectre de rayons, comme on a parlé. Or, l'émission et l'absorption de lumière sont les manifestations d'un échange d'énergie entre l'atome et le milieu extérieur. C'est la manifestation de l'émission ou bien de l'absorption d'un échange entre l'atome et le milieu extérieur. Et les couleurs auxquelles sont associées les longueurs d'onde correspondent à des énergies lumineuses différentes.
différents. Alors, les rayons discontinus prouvent donc que l'atome ne peut pas échanger toutes les valeurs d'énergie possibles, mais certaines seulement. Les rayons discontinus nous montrent que l'atome ne peut pas échanger toutes les valeurs d'énergie possibles, mais certaines seulement. Alors, spectre atomique. Les spectres atomiques sont des spectres de rayons. En général, les spectres atomiques sont des spectres de rayons, ou bien ce qu'on appelle spectres continus. Alors, dans le cas d'une émission, les rayons colorés sur un fond noir, alors le violet, le bleu, le vert, le jaune, les rayons colorés sur fond noir. Dans le cas d'absorption, rays noirs sur un fond coloré. Alors, pour un atome donné, les longueurs d'onde des rayons qu'il émet sont identiques à celles des rayons qu'il absorbe. Regardez, même distance, sont parallèles, même distance. Alors, les longueurs d'onde émises sont identiques à celles des rayons qu'il absorbe. Alors, on prend les spectres de l'atome d'hydrogène, c'est notre cas. Alors, quand le niveau inférieur et le niveau fondamental, on parle de niveau fondamental lorsque l'atome n'est pas excité, non excité. L'atome est non excité, dans ce cas, ce qu'on appelle le niveau fondamental. Alors, le niveau fondamental, n est égal à 1. N, c'est le niveau inférieur dans l'état fondamental. N est égal à 1. La série de rayons porte le nom de série de Lehman. Série de Lehman. Alors, cette série de rayons est située dans l'ultraviolet. Série de Lehman, c'est dans le cas où l'atome n'est pas excité, c'est-à-dire dans l'état fondamental. C'est-à-dire lorsque le niveau inférieur, n est égal à 1. On parle dans ce cas de la série de rayons qui porte le nom de série de Lehman. Et cette série est située dans l'ultraviolet. La série de rayons correspondant à un niveau inférieur de rang n est égal à 2. Donc, rang n est égal à 2, c'est le premier état excité. Premier état excité, c'est n est égal à 2. C'est-à-dire le niveau inférieur, n est égal à 2. Elle est située dans le visible et porte le nom de série de Balmer. Alors, lorsque n est égal à 2, on parle de série de Balmer. C'est le premier état excité. Si la série de rayons correspondant à un niveau inférieur de rang n est égal à 3, c'est-à-dire deuxième état excité, alors, qui est situé dans l'infrarouge, alors dans ce cas, on parle de la série de Paschen. La série de Paschen, le deuxième état excité, c'est-à-dire le rang n est égal à 3. Pour n est égal à 4 et n est égal à 5, les longueurs d'onde se situent dans l'infrarouge. Et la série pour n est égal à 4, on parle de la série de Brackett. Et pour n est égal à 5, on parle de la série de Fond. N est égal à 4, c'est la troisième état excité. On parle de série de Brackett. N est égal à 5, quatrième état excité, c'est la série de Fond. Ce sont les spectres de l'atome d'hydrogène. Voilà, schéma, c'est la famille spectrale de l'hydrogène
définie par le niveau d'énergie inférieur. Hein. N est égal à 1, c'est Leynen, la série de Leynen. N est égal à 2, c'est la série de Balmer. N est égal à 3, c'est la série de Paschen. Bracket, N est égal à 4. Fond, N est égal à 5. Voilà les spectres de l'hydrogène définis par le niveau d'énergie inférieur. Alors, pour le spectre de rayons de l'atome d'hydrogène qui présente 4 rayons principaux dans le domaine visible, c'est-à-dire la série de Balmer, on a 4 rayons principaux de longueur d'onde, lambda, 656,3 nanomètres, c'est le rouge, et lambda, la longueur d'onde est égale à 486,1 nanomètres, c'est le bleu, et lorsque la longueur d'onde est égale à 434 nanomètres, c'est l'indigo, le violet. D'accord? Donc, c'est lorsqu'on parle de la série de Balmer. La série de Balmer présente 4 rayons principaux de longueur d'onde, rouge, bleu, indigo et violet. Alors, ces spectres peuvent être interprétés à l'aide de la relation empirique qu'on appelle relation de Ritz. La relation de Ritz, c'est sigma, qui est le nombre d'ondes, qui est égal à 1 sur la longueur d'onde, qui est égal à R indice H. C'est la constante de Rydberg relative à l'atome d'hydrogène, c'est R indice H. Constante de Rydberg qui est égale à 1,0970 à la puissance 7 par mètre. Hein? Donc, le nombre d'ondes est égal à 1 sur la longueur d'onde est égal à RH, facteur de 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré. Avec sigma, c'est le nombre d'ondes. Lambda, c'est une longueur d'onde. NP sont des entiers tels que P, le niveau P supérieur à N. N et P correspondent à des niveaux d'énergie de l'électron. Et RH, c'est la constante de Rydberg relative à l'atome d'hydrogène qui est égale à 1,0970 à la puissance 7 par mètre. Alors, quantification de l'énergie. Alors, une nouvelle théorie, c'est la théorie de quanta. En 1900, Max Planck avait montré que lorsque la matière émet ou absorbe de l'énergie sous forme de rayonnement, ce processus se produit non pas de façon continue, mais par multiples entiers d'une quantité minimale d'énergie qui est égale à un quanta. Hein? L'énergie sous forme de rayonnement, lorsque la matière émet ou absorbe de l'énergie sous forme de rayonnement, ce processus se produit non pas de façon continue, mais par multiples entiers d'une quantité minimale d'énergie qui est égale à un quanta. Alors, elle postule que, c'est les postulats de Max Planck, elle postule que la plus faible énergie échangeable entre la matière et le rayonnement est appelée le quanta. La plus faible énergie échangeable entre la matière et le rayonnement, c'est le quanta. Les échanges énergétiques ne peuvent se faire que par multiples entiers de quanta. Hein? Alors, cela revient à dire que l'énergie est comme la matière est discontinue. En plus, c'est-à-dire en plus de son aspect ondulatoire, elle présente un caractère corpusculaire. Caractère corpusculaire sous forme de grains de lumière. Hein? C'est de grains de lumière. Donc, en plus de son aspect ondulatoire, elle présente un caractère corpusculaire. Donc, un rayonnement peut être décrit soit comme une onde,
soit comme un flux de particules, c'est-à-dire des grains de lumière appelés photons, et qui représentent chacun un quanta d'énergie. Donc, E, c'est un quantum, c'est-à-dire un photon qui est égal à h nu, qui est égal à hc sur lambda. Hein? Le flux de particules appelé photon et qui représente chacun un quanta d'énergie qui est égal à h nu. Alors, c'est en 1905, Einstein émet l'idée que ces quantas d'énergie sont portés par des particules qu'il appelle photons. Hein? C'était en 1905. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un photon? Un photon, pardon. Le photon, c'est une particule de charge et de masse nulle. Hein? Le photon, c'est une particule de charge et de masse nulle, mais se déplace à la vitesse de la lumière et pour une onde électromagnétique de fréquence nulle. Et son énergie, c'est E est égal à H nu, qui est égal à hc sur lambda. Avec H, c'est la constante de Planck, qui est égale à 6,62 10 à la puissance moins 34 joules, qui multiplie secondes. Voilà. Absorption et émission d'énergie. Un électron ne peut absorber ou libérer de l'énergie, c'est-à-dire rayonner, qu'en passant d'un niveau à un autre, c'est-à-dire d'une trajectoire à une autre trajectoire, ou bien d'une orbite à une autre orbite. Hein? Donc, un électron ne peut absorber ou libérer de l'énergie, c'est-à-dire rayonner, s'il passe d'un niveau à un autre niveau. Alors, la quantité d'énergie absorbée ou émise est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux, ce qu'on appelle relation de Planck. C'est noté delta E, qui est égal à E indice F, moins E indice I, qui est égal à H nu. Avec E indice F, c'est l'état final, hein, l'énergie de l'état final, et E indice I, c'est l'énergie de l'état initial. H, c'est toujours la constante de Planck, et nu, c'est la fréquence de radiation. Alors, lorsqu'on a une absorption, lorsqu'un électron passe d'un niveau n d'orbite de rayon Rn, c'est-à-dire c'est la distance entre le noyau et l'électron, est noté R indice n, un électron passe d'un niveau n à un niveau P supérieur à n, d'orbite de rayon d'orbite c'est R indice P, et absorbe une radiation de fréquence ni indice N-P. C'est dans le cas de l'absorption. Lorsqu'on a une émission, un électron passe d'un niveau P à un niveau N, avec P supérieur à N. Il émet une radiation de fréquence nu indice P moins N. Voilà. Alors, le passage d'un niveau d'énergie à un autre, c'est ce qu'on appelle transition, hein, appelé transition. L'état excité est instable, l'atome tend vers un état fondamental, c'est la transition inverse. Hein, donc, puisque lorsque l'électron se trouve dans un état excité, il essaye toujours d'aller vers l'état le plus stable, c'est l'état fondamental, qu'on appelle état fondamental. C'est la transition inverse de niveau à un autre. D'accord? Alors, quand un atome absorbe un rayonnement de fréquence nu, son énergie augmente de la quantité H nu, c'est-à-dire E plus H nu. On a donné de l'énergie. Donc, elle va ajouter de l'énergie. Hein? E plus H nu.
on donne de l'énergie pour qu'un atome absorbe, lorsqu'un atome absorbe un rayonnement de fréquence nue. Si un atome émet un rayonnement de fréquence nue, elle perd de l'énergie. Donc, elle perd une quantité d'énergie. La même chose est égale à H nu. Donc, c'est E moins H nu. E moins H nu. On dit que l'énergie est quantifiée. Il ne peut prendre que certaines valeurs bien déterminées. Alors, revenons maintenant à l'hypothèse de Bohr, ou bien à l'atome de Bohr. Le cas de l'atome d'hydrogène. Alors, Bohr, la prise en compte de la théorie des quanta a conduit Niels Bohr à construire un nouveau modèle de l'atome, dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes. L'énergie de l'électron est quantifiée, c'est-à-dire qu'il ne peut prendre que certaines valeurs bien déterminées, E1, E2, E3, En, appelées niveau d'énergie. Alors, le système noyau-électron ne peut donc prendre que certaines valeurs d'énergie que l'on appelle des valeurs discrètes. On dit que l'énergie de l'atome est quantifiée et on parle de quanta d'énergie. On dit que l'énergie du système est quantifiée et on parle de quanta d'énergie. Tant que l'électron reste sur autre hypothèse de Bohr, tant que l'électron reste sur un même niveau énergétique, c'est-à-dire la même orbite, elle n'émet, on n'absorbe aucune radiation électromagnétique. Troisième hypothèse, c'est quand l'électron passe du niveau E1,I à un niveau plus élevé, E1,G, c'est-à-dire lorsqu'on a excitation, alors l'atome absorbe une radiation monochromatique de fréquence nue telle que H nu, c'est-à-dire delta E, est égal à l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial. Avec H, c'est toujours la constante de Planck, qui vaut toujours 6,626 10 à la puissance moins 34 joules fois seconde. Quand l'électron passe du niveau EI à un niveau moins élevé, indice G, on parle dans ce cas de transition, l'atome émet une radiation de fréquence nue qui est égale à H nu. H nu est égal à E, l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial. Alors, le moment l'électron possède une autre hypothèse de Bohr. L'électron possède un moment cinétique orbital par rapport au noyau. Alors, ce moment est défini en mécanique classique par le vecteur L. Alors, le vecteur L qui est égal à R. R, c'est la distance noyau-électron, le vecteur R, vectoriel MV. MV, c'est la quantité de mouvement qui est tangente, c'est dans la même direction de vitesse. Parce que le moment, si on prend un point, soit un point M, représenté par l'électron de masse petit m, tournant autour d'un axe fixe. Alors, l'électron décrit une circonférence de centre O constituée par le noyau et le rayon R qui est perpendiculaire à l'axe de rotation
est animé d'une vitesse uniforme V. Alors, la quantité de mouvement P, le vecteur P, est tangente à la trajectoire au point M. Elle est de même sens que le vecteur V. On ne voit pas ici le vecteur P, mais il existe. Le vecteur c'est dans la même direction que le vecteur V et est tangente à la trajectoire au point M. Le vecteur P est égal à MV. Donc, le vecteur moment cinétique est égal à le vecteur R, la distance noyau-électron, vectoriel, la quantité de mouvement qu'on note P, on ne voit pas ici le vecteur P, mais elle est dans la même direction que V et tangente à la trajectoire. Alors, si on prend, puisque le mouvement est en plan circulaire, donc si on prend le module de moment cinétique, de vecteur moment cinétique, est égal à R qui multiplie M. M, c'est toujours la masse de l'électron, qui multiplie V, c'est toujours aussi la vitesse de l'électron. Alors, Bohr a émis l'hypothèse que ce moment est un multiple entier de H sur 2P. Ce moment cinétique est un multiple entier de H sur 2P avec L, on a déjà trouvé L, c'est RMV, qui est égal à MH sur 2P. C'est l'hypothèse de Bohr. Le moment est un multiple entier de H sur 2P. Multiple entier, c'est-à-dire N multiplié par H sur 2P. Avec N, c'est un entier positif. Alors, ce que nous donne, on peut dire V, la vitesse de l'électron, qui est égale à NH sur 2PR ME. Or, on a déjà trouvé cette relation MEV au carré, qu'on a noté relation numéro 1, qui est égale à E au carré sur 4P epsilon 0R. Donc, E au carré est égal à E au carré divisé par 4P epsilon 0R. Si on remplace V par sa valeur, ce qui nous donne H au carré sur 4P au carré, R au carré, qui multiplie la masse de l'électron, qui multiplie N au carré. Donc, on peut écrire l'expression de R, le rayon, dans le cas général, on écrit R indice N, R indice petit n, qui est égal à epsilon 0. On a déduit R d'après cette expression. On a déduit R d'après cette expression. R, c'est égal à epsilon 0, H au carré, divisé par pi E carré, qui multiplie la masse de l'électron, qui multiplie N au carré. Alors, epsilon 0, c'est la permittivité de vide, qui est constante. H, c'est la constante de Planck, il est constante, puis constante. E, c'est la charge de l'électron constante. Donc, c'est une constante qui multiplie N au carré. Donc, on peut dire que le rayon de la trajectoire de Bohr est quantifié. Il ne dépend que de N. Le rayon de la trajectoire de Bohr est quantifié. Une constante qui multiplie par N au carré. C'est comme l'énergie. Alors, on déduit aussi l'expression de l'énergie que nous notons dans le cas général, E indice N. Alors, on a E indice N qui est égal à moins E au carré sur 8P epsilon 0 Rn. Moins E au carré sur 8P epsilon 0 Rn. Alors, si on remplace N par sa valeur, nous donne E de N, c'est moins M, toujours la masse de l'électron, qui multiplie la charge de l'électron, divisé par 8 epsilon 0 au carré, H au carré, multiplié par 1 sur N au carré. Alors, c'est l'énergie totale de l'atome d'hydrogène, qui possède un seul électron,
et ne dépend que de n, donc on peut dire que n est quantifié. Hein? L'énergie est quantifiée, une constante multipliée par 1 sur n au carré et ne dépend que de n, l'énergie totale est quantifiée. Alors, une remarque importante, on parle par simplification de l'énergie de l'électron, mais il s'agit en fait de l'ensemble du système. C'est le noyau plus électron. Hein? On parle toujours de l'électron, mais il s'agit du système N noyau plus électron. Mais puisque la masse de l'électron est négligeable devant la masse du noyau, c'est pourquoi on parle, pour simplifier les choses, on parle que de l'électron. Donc, il faut tenir compte de la masse M de noyau, le grand M de noyau. Alors, ce qui revient à remplacer petit m par la masse réduite du système. Avec la masse réduite du système, les données est égale à petit m, c'est-à-dire la masse de l'électron, divisée par petit m sur grand M plus 1. Hein? M qui divise petit m sur grand M plus 1. Hein? Donc, et on sait que M, c'est la masse du noyau, c'est très supérieur à la masse de l'électron. Donc, on trouve que la masse du système, c'est à peu près égale à la masse petit m. Donc, on peut remplacer dans l'énergie totale, hein, l'énergie de N, au lieu de petit m, on met nu. Hein. Nu, c'est la masse réduite du système. Hein. La même chose, donc E de N est égal à moins nu, à la puissance 4 sur 8 epsilon 0 au carré, H au carré, qui multiplie 1 sur N au carré. Interprétation des spectres d'émission de l'hydrogène. Si l'électron passe d'un niveau E indice N2 à un niveau E indice N1 moins élevé, on parle dans ce cas de l'émission d'un rayonnement de fréquence ni tel que l'énergie de N2 jusqu'à N1, c'est delta de E qui est égal à E indice N2 moins E indice N1 qui est égal à H nu qui est égal à HC sur lambda avec N2 supérieur à N1. Le niveau N2 est supérieur au niveau N1. Alors, on peut déduire lambda qui est égal à HC qui est divisé par E indice N2 moins E indice N1. Or, on sait que le nombre d'ondes, c'est sigma, qui est égal à 1 sur lambda, qui est égal à nu sur C, alors est égal à EN2 moins EN1 sur AC. Donc, on peut déduire le nombre d'ondes, sigma, on trouve est égal à ME, la puissance 4, qui divise 8 epsilon 0 au carré, multiplié par C, multiplié par H à la puissance 3, facteur de 1 sur N1 au carré, moins 1 sur N2 au carré. Alors, cette formule théorique est identique à celle de Ritze. Si on pose RH est égal à ME au carré sur 8 epsilon 0 au carré qui multiplie C qui multiplie H3. Alors, si on fait le calcul, on trouve est égal à cette valeur. Hein. C'est 109 737,8 cm-1. Alors, cette valeur théorique de la constante de Rydberg relative à H est légèrement différente de la valeur expérimentale qui est égale à 967 667,76 cm par centimètre. Alors, cette différence est due à l'hypothèse inexacte
C'est l'immobilité du noyau. Hein? C'est une hypothèse inexacte, on parle de l'immobilité du noyau. En fait, c'est le centre de gravité du système noyau-électron qui est fixe. Hein? C'est le centre de gravité du système noyau-électron qui est fixe. Donc, il suffit de remplacer dans RH la masse de l'électron par la masse réduite et RH devient est égal à peu près la valeur expérimentale. D'accord? Donc, il suffit de remplacer dans RH la masse de l'électron par la masse réduite et on trouve RH, c'est la valeur expérimentale. Alors, l'électron dans son état fondamental, ou bien on dit l'état non excité, occupe le niveau de plus basse énergie, hein, c'est le niveau N est égal à 1. Alors, si on calcule l'énergie dans l'état fondamental de l'électron, 1, on trouve est égal à moins 21,8 10 à la puissance moins 19 joules. Si on convertit en électrovolts, on trouve est égal à moins 13,6 électrovolts. Donc, on peut écrire l'énergie sous forme de E1 sur N au carré. Parce que dans le cas général, En est égal à moins ME au carré sur 8 epsilon 0 au carré H au carré qui multiplie 1 sur N au carré. Donc, si on fait le calcul de cette constante, on trouve est égal à moins 13,6. Donc, En est égal à E1 sur N au carré. C'est dans l'état fondamental. Pour les états excités, qui correspondent à des énergies supérieures, on note O de N est égal à 1 sur N au carré, qui est égal à moins 13,6 sur N au carré, mais toujours en électrovolts. Donc, pour premier état excité, N est égal à 2. E2, on trouve est égal à moins 3,42 électrovolts. Pour N est égal à 3, deuxième état excité, O3 est égal à moins 1,5 électrovolts. Pour N est égal à 4, hein, on trouve moins 0,85 électrovolts. Alors, venons les familles spectrales de l'hydrogène définies par le niveau d'énergie inférieur. Lyman, N est égal à 1. Balmer, N est égal à 2. Paschen, N est égal à 3. Hackett, N est égal à 4. N est égal à 5. Hein, c'est l'array de l'hydrogène ou bien famille spectrale de l'hydrogène définie par le niveau d'énergie inférieur. Alors, selon donc la théorie de Bohr, on a différentes transitions électroniques et chaque transition correspond à l'émission d'une raie de spectre. On obtient donc différentes séries qui portent le nom de celui qui l'a découvert. Hein? On obtient différentes séries qui portent le nom de celui qui l'a découvert, comme la série de Lyman. C'est Lyman qui a découvert cette série. Pour N est égal à 1 et P supérieur à 1. P peut prendre 2, 3, 4 l'infini. Série de Balmer, pour N est égal à 2 et P supérieur à 2. 3 peut prendre 3, 4 jusqu'à l'infini. Série de Paschen, N est égal à 3, P supérieur à 3. Série de Brackett, N est égal à 4, P supérieur à 4. Et série de Fond, N est égal à 5, P supérieur à 5. Voilà, c'est le diagramme d'énergie et transition électronique du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Hein. C'est le diagramme d'énergie et transition électronique du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. C'est la série de Lyman. Pour N est égal à 1, l'énergie c'est moins 13,6 électrovolts. Série de Balmer, N est égal à 2. C'est moins 3,30, l'énergie c'est moins 3,39 électrovolts. Série de Paschen, c'est dans le travail dans l'infrarouge.
n est égal à 3, c'est moins 1,51, etc. Pour n est égal à 4, c'est la série de brackets. Pour n est égal à 5, c'est la série de points. Hein? C'est le diagramme d'énergie et transition électronique du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Alors, pour n à l'infini, hein? N à l'infini. Pour n à l'infini, on prend par convention E à l'infini est égal à 0. Hein? C'est par convention. Lorsque n tend vers l'infini, E à l'infini, l'énergie à l'infini est nulle. Donc, on définit dans ce cas ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation de l'hydrogène à l'état fondamental, c'est-à-dire l'état non excité. Donc, à l'état fondamental, l'énergie d'ionisation qui est notée E indice I est égale à E à l'infini moins E1, c'est l'énergie à l'état fondamental. Hein? Alors, l'énergie à l'état fondamental, on a trouvé, est égale à moins 13,6 électronvolts. Donc, 0 moins 13,6 nous donne plus 13,6 électronvolts. Donc, dans l'état fondamental, on définit l'énergie d'ionisation et parfois on parle de potentiel d'ionisation. Potentiel d'ionisation, mais toujours dans l'état fondamental. Ou bien on dit l'énergie d'ionisation, ou bien potentiel d'ionisation de l'hydrogène à l'état fondamental. Alors, rayon de l'atome de bord. Alors, qu'est-ce que c'est un rayon de l'atome de bord? Alors, dans l'état fondamental, le rayon de l'atome de bord, qui est le rayon R, quand n est égal à 1, c'est-à-dire lorsque n est égal à 1, on parle toujours de l'état fondamental. C'est toujours égal à 0,0353 nanomètres. On le note R indice 1 ou bien A indice 0, hein, ce qu'on appelle rayon de bord ou bien rayon de l'atome de bord, qui est égal à 0,53 angstrom, parce que 1 angstrom est égal à 10 à la puissance moins 10 mètres, ce qu'on appelle le rayon de bord. Donc, toujours, n'oubliez pas ça, rayon de bord, est noté R indice 1, qui est égal, on peut le noter A indice 0, qui est égal à 0,53 angstrom. Et pour les états excités, Rn, R indice n est égal au rayon de bord qui multiplie n au carré. N, c'est le niveau des états excités. Hein? Donc, est égal à 0,53 n au carré en angstrom. Pardon? Alors, les hydrogénoïdes. Alors, on appelle hydrogénoïde un édifice monoatomique ne renfermant qu'un seul électron. C'est le cas de notre exemple, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un hydrogénoïde. Pourquoi? Parce qu'il possède un seul électron. Ou bien le cas des ions, l'hélium, He+, l'hélium possède 2 électrons. Alors, lorsqu'il devient cation, elle a perdu un seul électron, il reste un électron. Donc, on peut dire que He+, c'est un hydrogénoïde. La même chose pour Le2+. Lithium, l'atome de lithium, il possède 3 électrons. Et lorsqu'il perd 2 électrons, il reste un seul électron. Donc, c'est un hydrogénoïde. Le beryllium, il perd 3 électrons, il reste un électron. Donc, c'est un hydrogénoïde. Alors, dans ce cas, la charge du noyau, ce n'est pas Z est égal à 1, hein, c'est plus Z qui multiplie E. Et on aura les expressions de E, de l'énergie totale, En, c'était moins NE carré, divisé par 8 epsilon 0 au carré H au carré, qui multiplie Z au carré sur N au carré. Le calcul de cette constante, c'est moins 13,6 qui multiplie Z au carré sur N au carré. Pour le cas de l'atome d'hydrogène, Z est égal à 1. On a trouvé Z est égal à moins 13,6 sur N au carré. Pourquoi? Parce que Z est égal à 1. Donc, dans le cas général, pour n'importe quel hydrogénoïde,
C'est-à-dire pour n'importe quel édifice chimique qui possède un seul électron, alors l'énergie, c'est toujours moins 13,6 qui multiplie Z au carré divisé par N au carré en électrons. La même chose pour le rayon. Hein? Donc le rayon, c'est N, N 0,53 N au carré divisé par Z au carré. Hein? Qui divise Z dans le cas de l'atome d'hydrogène, Z est égal à 1. Donc on trouve Rn est égal à 0,51 qui multiplie N au carré en austron. La même chose pour le nombre d'ondes, sigma, RH. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, Z est égal à 1. On a trouvé RH, facteur de 1 sur N, 1 au carré, moins 1 sur N2 au carré. Hein? Mais dans le cas général de n'importe quel hydrogénoïde, le nombre d'ondes est égal à R indice la constante de Rydberg relative à l'atome d'hydrogène qui multiplie Z au carré, facteur de 1 sur N1 au carré, moins 1 sur N2 au carré, avec R hydrogénoïde c'est Z au carré qui multiplie R indice H. Voilà. Alors, état ionisé ou ionisation. Alors, on a dit que lorsque N tend vers l'infini, pardon, l'atome H est ionisé, c'est-à-dire il perd son électron, il devient un cation H+. L'électron est libre. L'énergie d'ionisation d'un atome, c'est l'énergie nécessaire à apporter pour qu'un électron puisse s'échapper définitivement de l'attraction du noyau. Hein? S'éloigne de l'attraction du noyau. Hein? Donc l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie nécessaire pour apporter l'électron du noyau vers l'infini. Hein? Ce qu'on appelle énergie d'ionisation ou bien l'énergie nécessaire à apporter pour qu'un électron puisse s'échapper définitivement de l'attraction du noyau. On a donné l'exemple pour H, créé à partir de son état fondamental. Il faut fournir une énergie d'ionisation de 13,6 électrovolts. C'est 13,6 électrovolts. On a donc l'énergie d'ionisation. Et pour ioniser l'atome H, il faut le bombarder de photons d'énergie cinétique supérieure à 13,6. Hein? C'est à partir de supérieur à 13,6 pour ioniser l'atome d'hydrogène. Alors, remarque, on a deux remarques très importantes. Après l'ionisation, l'énergie de l'électron libre n'est plus quantifiée. Hein? Parce que c'est très loin de l'attraction du noyau, donc il n'est pas quantifié. Delta E, la différence d'énergie entre l'état N et l'état P, c'est toujours égal à C sur la longueur d'onde. À la plus petite variation d'énergie correspond toujours la plus grande longueur d'onde émise. Hein. Variation d'énergie correspond la plus grande longueur d'onde émise. On peut remarquer, c'est d'après l'expression. En conclusion, l'importance de la théorie de Bohr vient de son remarquable succès de l'interprétation des spectres d'émission de l'atome d'hydrogène. Cependant, ce modèle était incapable d'interpréter les spectres des atomes à plusieurs électrons. Hein? On ne peut pas interpréter les spectres des atomes qui possèdent, par exemple, 2 électrons ou bien 3 électrons à partir de la théorie de Bohr. Hein? Cette théorie est incapable d'interpréter les spectres des atomes qui possèdent plus d'un électron. Autre inconvénient, cette théorie relie la quantification de l'énergie à celle du moment cinétique. Hein? L'hypothèse de Bohr, c'est que le moment cinétique est quantifié. Hein? C'est un multiple entier de H sur 2π, hein? N H sur 2π. Donc, il relie la quantification de l'énergie à la quantification du moment cinétique.
Troisième inconvénient, cette théorie applique une théorie macroscopique, c'est-à-dire elle travaille par la mécanique classique. Dans la mécanique classique, à une particule microscopique qui est l'électron. Donc, on applique une théorie macroscopique à une particule microscopique. Donc, ce sont des inconvénients de la théorie de Bohr, et c'est la mécanique ondulatoire, ou bien ce qu'on appelle mécanique quantique, qui conduira par la suite à une description plus satisfaisante de la structure atomique. C'est une prochaine séance, Inch'Allah, on parle de la mécanique ondulatoire, ou bien ce qu'on appelle mécanique quantique, qui nous a conduit à une description plus satisfaisante de la structure atomique. Alors, on s'arrête pour aujourd'hui, pour cette séance. S'il y a des questions? Oui, madame. Oui? Madame, dans l'énergie, pourquoi dans l'énergie l'expression contient petit r? Oui? Pourquoi quand l'énergie diminue, petit r diminue? Alors que petit r qui n'a le maqam. Ah, n'oubliez pas qu'on a moins, hein? Voilà, on a l'expression de l'énergie. Hein? L'énergie, c'est moins M. Vous parlez de cette expression. Hein? Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, madame, pardon, j'ai eu une coupure. En est égal à moins E au carré sur 8P epsilon 0 Rn. Alors, moins, lorsque Rn augmente, oui, l'énergie diminue ou augmente. N'oubliez pas qu'on a un moins ici. Donc, lorsque Rn... D'accord, merci. D'accord, c'est clair? D'autres questions? Oui, c'est clair. Oui, merci. C'est clair? Est-ce qu'il existe d'autres questions? Ça y est, c'est clair? Alors, on s'arrête pour aujourd'hui. Salam alaikum.